Monsieur le Président, je m'appelle Jonathan Brown. Je travaille pour l'agence France Presse. Je souhaite poser une question sur le soutien militaire occidental. Il arrive dans l'est de l'Ukraine, et de nombreux mobilisés sont déjà sur le front. Mais les Russes avancent toujours dans l'est. Et j'aimerais vous demander si vous pouvez expliquer quel est exactement le problème. Pourquoi les Russes continuent-ils à gagner du terrain et serons-nous en mesure de les arrêter dans un avenir proche? Чому росіяни продовжують отримувати здобутки, і чи зможемо ми їх зупинити найближчим часом? Il y a plusieurs raisons à cela. Si nous trouvons les solutions à ces raisons, nous pourrons arrêter les Russes. Les raisons sont les suivantes. Ce ne fait plus le secret sur le fait que nous formions 14 brigades. 14 brigades que nous voulions avant tout équiper en armes. Ce sont les brigades qui sont censées défendre notre territoire et qui doivent servir de réserve pour que nous puissions faire la rotation. Et ces brigades puissent remplacer les gars en repos. C'est très simple. Lorsque nous avons discuté et préparé les paquets respectifs, il s'agissait d'équiper 14 brigades. Qu'en pensez-vous si 3 des 14 brigades sont équipées? Cela peut-il arrêter les Russes? Ces paquets qui ont été votés, ces milliards, nous en sommes très reconnaissants, mais il s'agissait de paquets destinés à équiper ces 14 brigades. Kill. Ces paquets sont également utilisés pour les brigades qui sont actuellement sur le champ de bataille, mais qui ont besoin de munitions, quelque chose sur lequel elles comptent tous les jours et qu'elles dépensent tous les jours. Mais en même temps, les réserves étaient préparées. Et je peux honnêtement vous dire que nous avons passé 1 an et demi. C'est un processus constant de reconstruction de l'armée. Et lorsque nous avons parlé de tous ces paquets européens, paquets américains, il s'agit d'équiper 14 brigades. Au moins 10, je vous le dis franchement, parce que nos gars sont sur le champ de bataille et il devrait y avoir des rotations. Ils ont besoin de se reposer. Et comment allez-vous effectuer des rotations si les brigades sont vides et il n'y a pas de remplaçants? Voici la réponse. Et la réponse, c'est quand nous pourrons les arrêter. Nous pourrons les arrêter, bien sûr. Mais cela a un coût, car le coût est le temps. Le temps qu'il faut pour équiper les brigades. Et le temps, c'est la vie des gens. C'est la première raison. Je pense que c'est la plus importante. La deuxième raison est que nous devons reconnaître que les Russes qui vont de l'avant ont peur de revenir en arrière. C'est vrai. Et il est vrai qu'ils sont tués s'ils reviennent en arrière. C'est tout à fait vrai. Et nous, même dans les défis les plus brutaux de la guerre, nous ne pourrons jamais nous le permettre. Car alors, vous savez, pourquoi nous battons-nous? Il est incompréhensible que nous nous battions pour la vie des gens et qu'en même temps, nous ne sauvions pas ces vies. Il s'agit d'autres valeurs. Il ne s'agit absolument pas ni la démocratie, ni de la liberté ou de quoi que ce soit d'autre. Voilà la réponse. Voici la deuxième. Nous ne pouvons pas tuer notre propre peuple. Et nous ne le ferons pas. Et les Russes ne veulent pas y penser. Poutine s'en moque. Il ne les compte pas. Voilà ce qui se passe. Et c'est là une très grande différence. Troisième raison. Bien entendu, lorsque vous avez une telle différence d'approche en matière de liberté et de droits de l'homme avec votre ennemi, vous devez faire preuve d'une grande prudence. De personnes avec votre ennemi, vous devez avoir un autre avantage. Et cet autre avantage, tout d'abord, les armes, la technologie. Et voici la troisième raison. La possibilité d'utiliser ces armes de la manière dont nous en avons besoin. Et je pense qu'il s'agit là d'un défi important de ne pas pouvoir utiliser ces armes de la manière dont nous avons besoin pour arrêter cet ennemi.
De quoi avons-nous besoin? Que feriez-vous à notre place? Par exemple, si vous saviez que les Russes, par exemple, à 30 kilomètres de la frontière, dans leur direction, dans la direction russe, il y a des installations. À 30, 60 ou 100 kilomètres, des avions nous bombardent, ou bien des systèmes MLRS, etc., qui nous tirent dessus, ou d'autres armes, des roquettes S-300 qu'ils utilisent, depuis Belgorod par exemple, sachant qu'il est nous interdit de tirer sur leur territoire. Que feriez-vous à notre place? Vous êtes donc confrontés à ce défi. Je prends un exemple très simple. Il y a Kharkiv, et ces missiles volent de Belgorod à Kharkiv. Oui, Petrio et d'autres installations peuvent être là, mais elles ne vous protégeront pas complètement. C'est tout. C'est la même chose qu'avec Kiev. Voici l'hôpital Okhmadit pour vous. Oui, il semble être protégé, mais il y a toujours quelque chose qui passe. Et il y a toujours des morts. Que feriez-vous donc si vous saviez qu'à 50 kilomètres de votre frontière, des forces armées de la Fédération de Russie tirent et qu'elles savent que vous ne pouvez pas leur tirer dessus? Que feriez-vous? Nous nous creusons la tête pour savoir quoi faire. Car si vous utilisez les armes de nos partenaires, ils pourront vous dire qu'ils ne vous aideront plus. C'est ça le risque.